Bonjour à tous et bienvenue au webinaire de restitution du projet Valorage consacré au porc. Je suis Mélanie Goujon, chargée de mission recherche en agriculture biologique à la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. J'ai piloté Valorage et je vais animer ce webinaire. Donc 3 points avec vous avant d'entrer dans le vif du sujet. Le premier point, c'est un message de service. Pour un déroulement fluide du webinaire, je vous prie de couper vos micros et caméras pendant les interventions. Concernant vos questions et vos remarques, vous pouvez les poser sur le chat au fil de l'eau. 2 temps d'échange oral sont prévus en complément. Je vous précise également que l'intégralité du webinaire est enregistrée pour une rediffusion ultérieure. J'en arrive à mon deuxième point, l'introduction via une brève présentation de Valorage. Valorage est un projet financé par le CASDAR, motivé par l'évolution du cahier des charges AB qui impose désormais une alimentation 100% bio pour tous les monogastriques, hors jeunes animaux. Il se centre sur la valorisation alimentaire des parcours et des fourrages par les porcs et les pondeuses biologiques. Généralement produits localement et non consommables par l'homme, les fourrages et parcours touchent à de nombreux enjeux alimentaires, mais pas que. Bien-être animal, cohérence de la bio, image des productions monogastriques, d'où l'intérêt de travailler dessus. En pratique, Valorage s'organise autour de 3 actions et objectifs opérationnels. La connaissance des parcours en élevage, l'acquisition de données sur la valeur nutritionnelle des fourrages et la mise en pratique via des essais de conduite en ferme pilote. Ces 3 volets vous seront abordés aujourd'hui par mes collègues partenaires du projet, que je remercie et dont vous voyez les logos à l'écran. J'en arrive à mon troisième et dernier point, le programme du webinaire. Nous démarrons par un panorama des pratiques des éleveurs avant de nous intéresser à la perception des parcours et des fourrages par les conseillers et les éleveurs. Nous passerons ensuite au volet nutrition avec les grands enseignements des analyses de fourrage et leur inclusion dans les tables alimentaires. Après un premier temps de questions, nous aborderons les essais avec un zoom sur 2 d'entre eux, l'un sur le pâturage tournant des porcs charcutiers, l'autre sur la distribution d'enrubanage aux porcs charcutiers. Une synthèse vous sera alors proposée, répondant à la question comment valoriser au mieux les fourrages sur son élevage. Je cède maintenant la parole à Florine Marie de l'ITAB qui va nous dresser un état des lieux des pratiques des éleveurs. Merci Mélanie. Du coup, je te laisse passer les slides. Donc, dans le cadre de la première action de Valorage, nous avons conduit 2 enquêtes pour établir un état des lieux des pratiques sur la perception et l'utilisation des fourrages et espèces végétales fourrageurs dans l'alimentation des porcs. Donc, il y a eu 2 enquêtes de réaliser, une par l'Observatoire régional de l'agriculture biologique des Pays de la Loire, conduit par la Chambre aux Pays de la Loire, qui était conduite par voie postale, et une par Initiative Bio-Bretagne pour la partie bretonne, qui était donc en dématérialisé et également avec des entretiens collectifs qui ont été menés par Noémie Sézy, qui était étudiante à l'époque à Purpan. Donc ça, c'était pour le petit point méthodo. Juste, donc les résultats qu'on a obtenus sont plutôt significatifs. Pardon, Mélanie, je suis désolée, ça a été un peu trop vite. Les résultats qu'on a obtenus sont significatifs. On a 39% des éleveurs de porcs bio ligériens qui ont répondu et 32,5% des éleveurs de porcs bio bretons qui ont répondu. Et donc, juste pour dresser un petit peu le panorama des élevages, donc en Bretagne, on a 96 élevages de porcs bio et en Pays de la Loire, 145. Et donc, on a, pour la Bretagne, en tout cas, ces élevages représentent 1,8% du cheptel de truies de la région, contre 4,2% pour la région Pays de la Loire. Et les petits chiffres à retenir sont que 36% des éleveurs interrogés en Bretagne présentent des parcours et 47% pour le coup en Pays de la Loire présentent des parcours. Tu peux passer, Mélanie. Merci. Donc justement, concernant les parcours, l'une des premières questions a été de savoir quelle était la composition des couverts végétales. Donc globalement, les éleveurs ont eu quelques difficultés à préciser les espèces exactes de la couverture végétale, mais pour ce qui ressort la plupart du temps, c'est une majorité de graminées avec la présence de raies grasses, de mélange de céréales et de dactyles. La présence également de légumineuses, et donc la seule opportunité était les trèfles. Alors, il y a des gens qui n'ont pas coupé leur micro, s'il vous plaît. Et puis, il y a eu également donc, de citer globalement sans distinction des prairies naturelles, également particulièrement des radis, des topinambours et de la chicorée.
Et donc, ce qu'il y a à noter sur ces parcours-là, globalement, un pâturage tournant pour plus de la moitié des élevages, et une différence assez marquée entre Bretagne et Pays de la Loire concernant les aménagements agroforestiers. Pour la partie Bretagne, donc 60% des éleveurs répondants ont des aménagements agroforestiers, contre 17% pour les Pays de la Loire. Et concernant la distribution des fourrages, pardon Mélanie, donc on avait principalement du foin et de l'enrubanage, principalement pour des raisons alimentaires. C'est bon. En termes de représentation du parcours, l'idée était de savoir ce que les éleveurs, enfin ce que les parcours représentaient réellement pour les éleveurs. Et donc la première représentation, c'est du bien-être animal, donc notamment le fait que ça réponde aux libertés d'expression des animaux et que ça limite globalement des états de stress, de douleur et de malnutrition. Donc, on vous a mis quelques petites citations d'éleveurs qui sont ressorties notamment chez les éleveurs bretons. La deuxième représentation du parcours, c'est l'image positive pour la société, le fait qu'avoir des parcours, c'est une belle image, et c'est notamment vrai pour les élevages qui sont en circuit court. Et la troisième représentation majoritaire, c'est l'apport alimentaire, bien que les éleveurs sont demandeurs de référence sur ce point. Et donc, on s'est ensuite interrogé aux différentes motivations dans la mise en place de la pratique, à la fois du parcours et de la distribution des fourrages. Et donc, la motivation principale, c'est le bien-être animal qui ressort également ici. Et en deuxième motivation, on a une question de valorisation des ressources, que ce soit des valorisations de parcelles, valorisation des fauches, mais également des coproduits des autres ateliers ou des invendus. La troisième motivation, ça va être concernant la cohérence et la réflexion globale du système, le fait d'avoir toujours fait ça, ou le fait que ce soit logique, que ça ressorte du bon sens. Une motivation sur l'alimentation, notamment en termes de transit, d'apport protéique et de connaissances à approfondir. Et pour le coup, l'aspect réglementaire est très peu exprimé, alors que ce n'est pas une obligation réglementaire d'avoir un parcours sur le porc. Et donc, quelques difficultés aussi exprimées, notamment sur la gestion de la parcelle en termes d'entretien, de maintien, notamment dû au comportement naturel des animaux. Concernant la distribution des fourrages, là pour le coup, plutôt sur le fait c'est peu outillé, peu d'aménagement et peu de matériel en fait, donc beaucoup d'autoconstruction, puis des conditions pédoclimatiques forcément qui fluctuent en fonction des pratiques. Et donc pour conclure, globalement, les éleveurs sont en attente de référence sur l'intérêt alimentaire des fourrages, avec des motivations variées, notamment sur le bien-être, les convictions et la valorisation des déchets. Et donc, des difficultés rencontrées en termes de pâturage plutôt pour le maintien et la rotation, mais une pratique qui convainc malgré tout. Et pour la question des fourrages, surtout des apports en foin et en enrubanage, avec la valorisation également des autres coproduits des ateliers. Merci Florine. Des éleveurs motivés donc, et pour aller un petit peu plus loin sur les motivations, mais aussi les freins et les leviers, Lucille Montagne de l'Institut Agro va nous parler de la perception des parcours et des fourrages par les éleveurs et les prescripteurs. Merci Mélanie. Donc, de fait, les 3 diapositives que je vais vous présenter synthétisent en fait les résultats d'enquêtes qui ont été menées auprès de 223 éleveurs, 87 éleveurs porcins et 136 éleveurs de poules pondeuses, et complétées par 18 acteurs des filières, des acteurs en fait de la recherche, du conseil, du développement, et qui seront appelés les prescripteurs dans la suite. Donc finalement, ces données intègrent les informations qui viennent de vous être données par Florine et puis d'autres champs, puisqu'on va voir du côté de la volaille et du côté d'autres acteurs de la filière. Diapositive suivante. Alors, si on regarde les motivations à l'utilisation des fourrages et de parcours, on a 326 arguments, sachant qu'un argument, en fait, c'est une idée, avec plus d'arguments donnés par les éleveurs de volailles, de pondeuses, 66%, et proportionnellement plus d'arguments de motivation donnés par les prescripteurs. Les motivations communes, comme il vient de le souligner, c'est l'amélioration du bien-être animal, avec 116 fois où ça nous a été remonté, et puis aussi une réponse finalement aux attentes des consommateurs via l'amélioration du bien-être animal. Les prescripteurs nous ont donné aussi en fait des motivations en lien avec l'image positive de la production qui était renforcée par ces pratiques, et puis ont donné l'idée en fait d'une potentielle augmentation de la valeur ajoutée, avec potentiellement en fait un souhait ou des questionnements autour d'un label porc plein air, et on veut évoquer aussi la diminution des coûts alimentaires.
Les éleveurs, en fait, nous ont rappelé l'aspect réglementaire, évidemment, avec l'obligation, en fait, du parcours pour les pondeuses. Et les motivations des éleveurs concernent aussi la valorisation de fourrages et de parcours qui sont produits sur la ferme, donc pour une approche plus intégrée, finalement, de l'alimentation de leurs animaux. Diapositive suivante. Alors, concernant les freins, 266 arguments, autant rapportés par les éleveurs de poules pondeuses que par les éleveurs porcins, et plus de freins soulignés proportionnellement par les prescripteurs comparativement aux éleveurs, avec beaucoup de points communs en fait évoqués, de nombreux freins techniques. Certains vous ont été évoqués tout à l'heure, des freins en lien avec les risques d'augmentation de problématiques pour la santé animale, parasiting, grise aviaire, fièvre porcine, des freins par rapport à la dégradation des conditions de travail, travail en extérieur, et puis du temps en fait pour distribuer les fourrages, pour entretenir les parcours. Et puis une crainte aussi en termes économiques de baisse de marge et de moins bonne valorisation des produits. Enfin, les prescripteurs nous ont souligné de manière importante aussi des freins par rapport à une possible dégradation des parcours en lien avec un excès d'azote dans les sols. Diapositive suivante. Alors, contrairement aux freins, en fait, ça a été les éleveurs qui proportionnellement ont donné beaucoup plus de levier en nombre que les prescripteurs, et toujours un nombre équivalent d'idées rapportées par les éleveurs de pondeuses et par les éleveurs de porcs, avec de nombreux leviers techniques soulignés par les deux. Tout ce qui améliore le parcours pour le rendre plus attractif peut être un levier. Donc, on peut parler d'arbres, d'arbustes, mais aussi de zones d'ombre en fait, qui sont importantes. Et puis, tout ce qui va permettre en fait, de faire que les animaux vont mieux valoriser les parcours va être aussi un levier de manière à favoriser l'expression des comportements naturels, mais aussi l'ingestion des fourrages par les animaux. Enfin, les éleveurs nous ont rapporté de nombreux leviers en lien avec la manière de distribuer les fourrages et puis aussi la manière de rationner les animaux en jouant finalement sur l'apport nutritionnel des fourrages et ainsi diminuer le coût de l'alimentation. Ce levier en fait renvoie à un frein technique important qui est celui de la connaissance de la valeur nutritive en fait des fourrages qui va être abordé par la suite. Merci. Merci Lucille. Et effectivement, après ce premier volet de retour terrain, nous passons à la valeur nutritionnelle des fourrages qui va nous être présentée par David Renaudot de l'INRAE. Oui, bonjour. Donc, l'idée de cette présentation, c'est de vous présenter en quelques diapositives les quelques résultats obtenus dans le cadre du projet ValoEdge, sachant qu'à INRAE, nous avons caractérisé aussi d'autres fourrages en dehors de ce projet-là et que l'intégralité des données sur les fourrages seront mises à disposition dans les tables alimentaires et pour l'objet de la présentation suivante. Donc, tu peux passer. Donc, en termes d'introduction, juste quelques éléments pour vous dire que il y a pas mal de questions de recherche qui sont liées à l'utilisation des fourrages chez le porc. Ça a été évoqué par Florine et par Lucille, et notamment la problématique de la valeur nutritionnelle sur lequel, en fait, il manque un certain nombre de données quand on regarde ce qui a été publié dans la littérature. Et quand on parle de valeur nutritionnelle, c'est la capacité des animaux à assimiler les nutriments des fourrages, que ce soit de la fraction protéique, la fraction énergétique ou la fraction minérale. On sait aussi que ce type de ressources, je parle des fourrages, sont des ressources avec une variabilité qu'il faut gérer, avec un certain nombre de facteurs de variation qui sont liés à l'origine botanique, les conditions de culture, les stades de récolte, mais également les formes de distribution, de conservation. Et donc, à travers quelques exemples, je tenterai de vous illustrer en fait comment les choses peuvent varier en fonction de ces facteurs de variation. Et le dernier point que je voulais mentionner avec vous, c'était le fait que, comparativement à une matière première, on va dire conventionnelle, les fourrages sont des matières premières qui sont relativement compliquées à gérer d'un point de vue méthodologique pour en mesurer la valeur nutritionnelle. Et donc, qui nous ont amenés à adapter un tout petit peu nos méthodes de référence pour pouvoir en caractériser le potentiel d'apport en termes d'énergie et de protéines. Diapositive suivante. Donc ici, sur ce graphique-là, sur ce tableau-là, vous avez en fait la liste
des matières premières qui ont été testées dans le cadre du projet Valorège sont sur le porc, avec leurs principales caractéristiques en termes de composition chimique. Donc, on a d'abord caractérisé un groupe de ressources, on va dire, récoltées en verre, qui ont été récoltées à un stade relativement précoce, et pour lequel on a dû mettre en place des parcelles spécifiquement à INRAE pour pouvoir les récolter quotidiennement et les donner aux animaux. Ces ressources, on va dire, récoltées en verre, présentent la principale caractéristique d'être relativement riches en eau, puisque elles présentent environ, on va dire, près de 80% d'eau, et donc c'est quand même une problématique importante à gérer et à prendre en compte. Le deuxième groupe de matières premières que l'on a testé sont des matières premières déshydratées, avec une comparaison entre la luzerne et le trèfle, dans lequel en fait on a mis en place deux conditions de déshydratation, une condition avec des températures normales, appelée NT, des conditions qui sont généralement utilisées en usine de déshydratation, avec une température en sortie de système de déshydratation à environ 130 degrés, et des conditions où on a déshydraté à basse température, à 50 degrés, 50-60 degrés. L'idée étant de voir dans quelle mesure, quand on réduisait la température de déshydratation, on améliorait la biodisponibilité de certains nutriments, en particulier la protéine. Donc, ces ressources et la mise en place des conditions de déshydratation ont été faites grâce à une collaboration avec des collègues de Désialis. Et le dernier groupe de matières premières qui ont été testées sont des foins. Foin de luzerne, mélange de trèfle violet, de raie gras, et puis une forme enrubanée d'un mélange luzerne de trèfle. Et pour ces ressources-là, on a été aidé par des agriculteurs qui nous ont fourni gracieusement ces ressources. Et je profite de cette présentation pour les remercier, parce que grâce à eux, on a pu avoir des ressources et on a pu les caractériser dans nos conditions expérimentales. Diapositive suivante. Alors, un premier exemple de résultat que l'on a obtenu pour illustrer le fait que le comportement alimentaire du porc face à une ration qui contient des fourrages va impacter la mesure et la valeur nutritionnelle de ce fourrage-là. Donc, vous avez un graphique où, en ordonnée, vous avez la teneur en cellulose, soit de ce que l'on a donné à l'animal, ce que j'ai appelé alloué, ou de ce que l'animal a refusé. Et donc, dans ce graphique-là, quand on regarde les premières barres, là, avec le T qui montre le régime témoin, on voit qu'il n'y a pas de différence de composition entre ce qu'on a donné et ce que l'animal a refusé. Ça veut dire que l'animal n'a pas fait de tri et ce qu'il a consommé exactement ce qu'on lui a donné. Quand on regarde des régimes où on a incorporé des fourrages, on voit que la teneur en cellulose a augmenté dans la partie refusée, ce qui montre très clairement que les animaux, en fait, par rapport à ce qu'on leur a donné, ont réussi à trier et extraire en fait des nutriments et rejeter laisser une partie des fibres dans les refus. Qu'est-ce que ce résultat signifie? Ça veut dire que, en fait, en pratique, la digestibilité que l'on mesure quand on donne des rations qui incluent des fourrages ne reflète pas ce qu'on a donné à l'animal, mais ce que l'animal a décidé de consommer. Et donc, en fait, ce comportement alimentaire et le comportement spécifique des animaux face à ce type de ressources va être un facteur de variation supplémentaire pour la valeur nutritionnelle de ce type de ressources. Donc, c'est quelque chose qu'on a à prendre en compte et qui est vraiment spécifique des fourrages et ce qu'on ne retrouve pas dans les ressources et les matières premières conventionnelles. Diapositive suivante. Ici, le résumé des résultats que l'on a obtenus sur la valeur énergétique de nos fourrages. Donc, les valeurs énergétiques sont exprimées en énergie digestible sur la base du sec. Et donc, j'ai classé sur ce graphique-là, par ordre croissant, les teneurs en énergie digestible, et j'ai placé également les teneurs en énergie digestible du son de blé et du maïs. Et ce qu'on voit que par rapport au maïs, en fait, les fourrages ont une valeur énergétique nettement plus faible. Ça, ce n'est pas une surprise. Par contre, les fourrages ont une valeur énergétique relativement comparable à un son de blé. On voit que quand on regarde les différents fourrages que l'on a testés, eh bien, on a des fourrages frais, en particulier raie gras et la chicorée, qui ont une valeur énergétique
relativement bonne. Puis à l'opposé, on a du foin, les foins qui se classent un peu moins bien. Donc on voit qu'il y a une variabilité entre l'ensemble des fourrages que l'on a testés. Et l'intérêt du projet Valorage, c'était également d'essayer d'évaluer d'où venait en fait cette variabilité. Donc diapositive suivante, s'il te plaît. Voilà. Donc ici, vous avez un graphique qui vous reporte en abscisse la teneur en fibre, la teneur en NDF des régimes incluant du fourrage, et en ordonnée, vous avez la digestibilité de l'énergie, qui est le pourcentage d'énergie brute qui est assimilé par l'animal. Donc, on voit qu'on a une relation linéaire décroissante entre le CUD et la teneur en fibres. Ce résultat montre très clairement que quand on a une teneur en fibres qui augmente dans le régime, on a une digestibilité chez le porc qui va diminuer. Et là, on voit très clairement en fait, le classement que je vous montrais dans la diapositive précédente avec des matières premières distribuées en frais qui se classent plutôt bien. Et à l'opposé, les foins en violet qui se classent le moins bien. Et cette différence de classement est en grande partie liée à des différences de teneur en cellulose brute des fourrages. Le dernier point que je voulais mentionner sur cette figure-là, c'est que une des sorties du projet Valorage, c'est non seulement d'avoir été en capacité de produire des nouvelles valeurs nutritionnelles sur les fourrages, mais également de produire des équations génériques qui nous permettent en fait d'estimer à partir de la composition chimique des fourrages leur teneur, leur digestibilité et leur teneur en énergie. Diapositive suivante. Là, je passe à la fraction protéique. Donc la fraction protéique, pour l'évaluer, ça demande de mettre en place des dispositifs particuliers pour lesquels il n'a pas été possible d'évaluer les fourrages verts. Donc ici, vous avez, et donc j'ai choisi de présenter la valeur protéique en utilisant la teneur en lysine digestible idéale standardisée, exprimée sur du sec. Pourquoi la lysine? Parce que la lysine est le premier acide aminé limitant pour le porc. Comme pour l'énergie, j'ai classé la valeur protéique en ordre croissant et ajouté des matières premières, on va dire, de référence. Et donc on voit que par rapport au tourteau de soja, les fourrages ont une teneur en lysine digestible beaucoup plus faible, environ 4 fois plus faible que le tourteau de soja. Si on doit fixer un peu les choses, il faut avoir en tête que les fourrages correspondent, bon an, mal an, à un mauvais tourteau mauvais tourteau de tournesol. Et quand on regarde les fourrages, mais on voit que les formes déshydratées, en particulier la luzerne, ont les teneurs en lysine digestible les plus importantes. Et comme pour l'énergie, les foins se classent le moins bien, et en particulier donc les 2 foins qui ont été testés dans le cadre de cette étude. Là aussi, on peut s'intéresser aux facteurs de variation qui vont déterminer en fait la valeur protéique des fourrages. Diapositive suivante, s'il te plaît. Donc la première chose, c'est que en fait, une valeur protéique, elle dépend à la fois de la teneur en azote et en acide aminé brut, et la façon dont l'animal va utiliser cet azote et ces acides aminés. Elle dépend également du profil en acides aminés des différentes ressources. Sur la partie, on va dire, teneur en azote brut, ici, je vous ai rapporté en fait la teneur en azote de tous les fourrages et notre aliment témoin que l'on a testé. Et on a regardé la fraction de l'azote qui était de l'azote protéique, donc qui est de l'azote qui peut être utilisé par un monogastrique, et la fraction non protéique, qui est de l'azote qui est composé de l'azote ammoniacal, d'acide aminé libre, pour lequel on a des forts doutes sur le fait que l'animal, les monogastriques, puissent utiliser efficacement ce type cette fraction azotée. Et on voit que, quel que soit le fourrage, environ 30% de l'azote total est représenté par de l'azote non protéique et finalement est de l'azote que l'animal ne peut pas utiliser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour une luzerne qui pourrait titrer à 20% de protéines, en fait, que 14% est réellement utilisable par l'animal. Et cette fraction, en fait, comme je l'ai dit, elle est environ, cette fraction non protéique est environ de 30% par rapport à l'azote total. Elle peut largement augmenter quand on utilise des formes de conservation qui font appel à de la fermentation.
Par exemple, c'est le cas de l'enrubanage, où là, la fraction azotée non protéique peut atteindre les 45%. Sachez que pour de l'ensilage, et en particulier pour de l'ensilage de luzerne, on peut être à des teneurs en azote non protéique qui peuvent atteindre 75%. Donc vraiment, il faut prendre en compte en fait cette fraction non protéique pour avoir une vision relativement claire de la valeur protéique des fourrages chez les monogastriques. Diapositive suivante. Comme je l'ai dit, au-delà de la teneur en azote brut et de la fraction de la teneur en azote protéique, il y a un certain nombre de facteurs de variation qui vont déterminer la manière dont l'animal utilise cette fraction de l'azote protéique. Et comme pour l'énergie, en fait, la digestibilité de l'azote, elle est dépendante de la teneur en fibres des fourrages. Donc, dans ce tableau-là, j'ai exprimé en fait la valeur protéique à travers deux indicateurs, la digestibilité idéale de la lysine et la teneur en lysine digestible exprimée en grammes par kilogramme de matière sèche. Si on compare en fait la luzerne déshydratée par rapport au foin de luzerne, la principale différence entre ces deux ressources, c'est la teneur en fibres, puisqu'on passe d'environ 40% à 56-52%. Et on montre que, en fait, très clairement, la réduction de la digestibilité et la réduction de la teneur en lysine digestible est, dans ce cas-là, principalement expliquée par une augmentation de la teneur en fibres et également par une augmentation de la lignification de ces fibres. Maintenant, quand on compare la luzerne et le trèfle déshydraté, on constate que la teneur en NDF est relativement similaire. Par contre, on a une baisse très significative de la digestibilité de la lysine, et cette baisse de la digestibilité de la lysine est liée principalement au fait que le trèfle violet contient des polyphénols, et en particulier des isoflavones, qui, on le sait, a des effets négatifs sur l'activité des enzymes digestives et va réduire l'utilisation digestive des protéines. Et on montre aussi dans ce que l'on a fait dans le cadre de Valorec, quand on diminue la température de déshydratation pour le trèfle violet, on va en fait moins détruire ces fameux isoflavones, et la conséquence directe, c'est qu'on va réduire en fait la digestibilité de l'azote, de la lysine, et réduire la teneur en lysine digestible dans cette forme déshydratée du trèfle. Tout ça pour dire que au-delà de la teneur en fibres, les composés secondaires qui peuvent être contenus dans les fourrages vont avoir un effet négatif sur la digestibilité de la fraction protéique de ces fourrages. Diapositive suivante, s'il te plaît. En conclusion, là, je vous ai rapporté un graphique où j'ai en fait représenté les différents fourrages testés dans le cadre du projet Valorec selon leur teneur en énergie digestible en abscisse et leur teneur en lysine. Et on voit que globalement, les matières premières, les ressources fourragères les plus riches en énergie, alors sur le sec, sont les fourrages verts. Ces fourrages verts sont riches en énergie, mais ont une teneur en lysine relativement modérée. À l'opposé, on a les fourrages déshydratés, en particulier les luzernes qui vont être plutôt riches en lysine et avec une teneur modérée en énergie. Et puis, on a les points violets, en particulier les foins, pour lesquels on a une valeur relativement limitée de lysine et une valeur limitée en énergie. Donc ça, c'est sur la base du sec. Diapositive voilà. Et quand on exprime les choses sur la base du brut, donc ce que l'animal réellement ingère, on voit que le classement des matières premières change de tout au tout, avec des fourrages verts qui se retrouvent déclassés. En fait, qu'est-ce qui se passe quand on exprime sur le brut? C'est qu'en fait, on dilue l'énergie et les protéines par 80% d'eau, et donc logiquement, on a des matières premières qui sont relativement peu denses en énergie et en protéines. Et donc, ce graphique montre très clairement que, en fait, quand l'ingestibilité n'est pas un problème, en particulier pour des animaux, des stades physiologiques comme
la truie gestante qui ont des capacités d'ingestion relativement importantes, les fourrages verts sont globalement des bonnes ressources. Par contre, quand on a des stades physiologiques où on a l'ingestibilité qui devient limitante, par exemple sur de jeunes porcs, ou quand on a la nécessité d'apporter des aliments relativement concentrés en énergie, en protéines, par exemple le porc en engrais ou la truie en lactation, eh bien, en fait, il vaut mieux peut-être éviter d'avoir à donner des fourrages verts et donner des fourrages dans lesquels on aura une teneur en énergie et une teneur en lysine un peu plus concentrée. Voilà. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important à prendre en compte dans la réflexion et dans la gestion qu'on peut faire des fourrages. Ma dernière diapositive. Donc, en termes de conclusion et de perspective, en fait, ValorEdge, en complément de ce qu'on a pu déjà faire à INRAE, pose quand même la question de la généricité des valeurs qu'on peut produire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à chaque fois, on a choisi un type de valeur, un type de ressources récoltées dans certaines conditions, à certains stades, conservées dans certaines conditions. Et donc, quelque part, même si ça nous permet d'avoir un ordre de grandeur entre les différentes ressources fourragères, pour l'instant, en fait, ces valeurs que l'on peut produire et qui sont disponibles dans l'État demandent à être consolidées par des mesures complémentaires. Ce que l'on montre quand même, c'est qu'il y a des forts effets des modalités de conservation et de traitement. Donc là, je ne vous ai pas présenté les données sur les ensilages. Si vous avez des questions sur ce type de produit, on pourra y répondre par la suite. Mais notamment, il y a des fortes différences en termes de valeur protéique quand on considère de l'ensilage et des formes déshydratées, en particulier quand on travaille sur de la luzerne. Mais il y a plein d'exemples qui montrent que les conditions de conservation et les conditions également de distribution à l'animal vont changer, en fait, vont avoir un impact sur la valeur nutritionnelle de la ressource. Tu peux cliquer. Alors, tu peux tout cliquer, tu peux faire apparaître le reste. Et ce qui reste à faire et à tester, c'est que, en fait, on se rend compte qu'il y a encore des trous dans les raquettes, dans la raquette à partir quand on fait la liste des pratiques actuelles, il y a des choses sur lesquelles on a très très peu travaillé. Je les ai appelées des ressources un peu orphelines, d'autres foins, des métaies, des ensilages aussi, sur lesquels il faut encore consolider nos données. Et puis, point qui est vraiment très, très important, c'est qu'il y a vraiment une nécessité de mettre au point des méthodes pour évaluer l'ingestibilité et l'encombrement des fourrages chez le porc, et en particulier avoir des méthodes qui nous permettent d'avoir une idée à peu près fiable de ce que les porcs peuvent consommer dans les parcours, en fait. Parce que cette donnée, elle est vraiment importante pour raisonner la façon dont on doit complémenter les rations de ces porcs-là. Et donc, c'est vraiment des choses importantes sur lesquelles il va vraiment falloir se pencher dans le futur si on veut aller un peu plus loin pour raffiner en fait la manière dont on doit utiliser les fourrages dans les élevages et en particulier dans les élevages bio. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie pour votre attention. Merci David. Comme tu le disais, les données restent partielles et à confirmer, mais elles sont déjà intégrées dans des tables alimentaires. Et Gilles Tran de l'Association française de zootechnie va nous expliquer en quoi cela peut consister. Voilà, bonjour, donc je vais vous présenter les tables alimentaires issues de Valorage, qui intègrent des fourrages. C'est une très grande innovation, ces données-là, parce qu'on a quand même très très peu de données alimentaires en monogastrique sur les fourrages, donc c'est vraiment une première pratiquement. Alors, les tables d'alimentation ont été établies à partir des données mesurées en laboratoire sur les échantillons collectés dans les exploitations dans le cadre de Valorage. Comme ce sont vraiment des données totalement uniques qui correspondent vraiment à ce qui fait dans le terrain. Et on les a complétées. Alors, pour faire des tables, en fait, comme on n'a pas toutes les données, il y a des trous, donc on a complété ces données par celles de la banque de données de l'alimentation animale. Et également, comme vient de l'expliquer David, dans le cas des porcs, on a également pratiqué des équations de prédiction qui nous ont permis de combler des trous en matière de valeur alimentaire, puisque on a pu établir des équations qui étaient assez bonnes, donc ce qui nous a permis de combler ces trous. Alors, les tables seront fournies au format Excel, ce sera un fichier Excel. Alors, on a des tables sur à peu près 36 fourrages, donc pour moitié des fourrages verts avec des prairies, des ensilages, quelques foins et puis des fourrages déshydratés.
On a également, là, il y a d'autres produits qui ont été traités lors de ces travaux, hein, donc il y a de la bêta-fourragère et puis des concentrés protéiques frais de feuilles de légumineuses. Suivante. Alors, le contenu d'étable en matière de paramètres, donc on a la composition chimique de base, hein, donc les matières sèches, les protéines, différents types de fibres, les matières grasses, les cendres, donc l'azote non protéique, comme le signalait David. On a également des acides aminés, alors ça c'est extrêmement novateur également, il y a très peu de données sur les acides aminés dans les littératures scientifiques, des minéraux, et puis dans le cas de ce webinaire, donc des énergies pores, donc énergie digestible, métabolisables et nettes en croissance et en port adulte. Et également très novateur, des acides aminés digestibles pores, donc digestibilité, il est là standardisé, donc des valeurs qui sont également uniques. Alors bon, là on est en port, donc je ne vais pas parler des volailles, mais c'est vrai qu'on a également des valeurs acides aminés métabolisables de volailles. Alors les acides aminés qui sont dans les tables sont uniquement des valeurs mesurées, c'est-à-dire qu'on n'a pas cherché, comme on le fait souvent avec des éléments concentrés, à prédire ces valeurs. Pour la raison qu'expliquait David, c'est-à-dire qu'on a quand même pas mal d'azote libre, ce qui fait que ça rend un peu compliqué les prédictions d'acides aminés, puisqu'on n'a pas beaucoup de moyens, en fait, on sait pas, il y a une grande incertitude en fait sur la teneur réelle en protéines vraies. Alors, dans les tables, les données sont présentées à la fois sur produits bruts et sur matière sèche, puisque alors, notamment c'est important pour les fourrages, parce qu'il y a quand même beaucoup d'humidité. Donc ça veut dire que vous avez deux visions en fait des données à adapter en fonction des besoins. Alors, suivante. Alors voilà à quoi ça ressemble, hein. Donc là, vous avez, alors, le premier écran vous montre en fait la liste des matières premières, enfin des fourrages, donc commençons par les racines, concentrés protéiques, après fourrage DSI, fourrage vert, ensilage enrubanage, et puis les foins. Donc là, je vous montre donc les valeurs de composition chimique pour simples, hein. Donc valeur exprimée sur matière sèche, donc protéines, cellulose brute, matière grasse, cendres, NDF, ADF, lignine, sucre. Et donc, on a également les mêmes sur produits bruts. Donc, si vous passez la dia suivante, voilà, donc vous avez les mêmes valeurs, mais enfin les mêmes valeurs, les valeurs correspondantes, mais exprimées de façon différente, ce qui permet donc de relativiser les contenus, les teneurs en nutriments. Donc ça, c'est la composition chimique simple. On a également donc les acides aminés dans la dia suivante. Voilà, donc les intronines, on a tous les acides aminés, essentiels et non essentiels. Alors là, comme je le dis, vous avez des lignes vides, en fait, parce que ça correspond uniquement aux mesures qui ont été faites à valorage, ou dans certains cas, des mesures de la littérature. Mais qu'on a très peu de littérature en fourrage, donc ça veut dire que quand vous avez des trous, ça veut dire que ça n'a pas été mesuré dans le cas de valorage, parce que c'est assez coûteux, donc on a dû faire des choix. Voilà. Et la suivante, les minéraux. Donc là, il n'y a pas de surprise, hein. Donc valeur des minéraux, avec également des trous. Donc on essaie de compléter avec de la littérature. Il y a quand même pas mal de trous. Dès qu'on arrive sur autre chose que le calcium phosphore, on a assez rapidement quand même des trous dans la raquette. Donc on manque d'informations là-dessus. Voilà. Et en matière de port, donc comme je le disais, ED, ED, EM, EN, en croissance en adulte. Alors, comme disait David, donc on a pu, en utilisant les fibres, utiliser des équations qui nous permettent de prédire une valeur énergétique port à partir de la composition chimique. Alors, en pratique, ce qu'on a fait, c'est qu'on a gardé les valeurs mesurées quand on les avait, et quand on n'avait pas de valeur mesurée, on a pris les valeurs prédites et elles sont indiquées dans les tables en italique. Et le dernier aspect, ce sont les valeurs de digestibilité idéale standardisée des acides aminés. Alors, il n'y a pas tous les acides aminés, hein, c'est assez compliqué, ça s'est révélé assez complexe à faire au niveau méthodologique, à faire en port et en faire en port. Donc, il n'y a pas la cystine, par exemple. Il y a la somme méthionine plus cystine, mais il n'y a pas la cystine. Il y a des trous également, parce que les mesures parfois donnaient des valeurs qui étaient quand même pas, qui étaient un peu étranges, donc n'ont été retenues que les bonnes valeurs. Voilà. Et la dernière feuille de calcul, feuille de calcul de table Excel sera une liste de ces paramètres avec leurs définitions, leurs expressions, et puis donc leur définition. Voilà. Donc ça sera un fichier Excel donc, qui contiendra donc, 3 feuilles, hein, une feuille brute, une feuille sec, et puis une feuille de définition. Voilà, merci. Maintenant, cap sur les essais.
On a parlé des enquêtes, on a parlé des valeurs nutritionnelles. Maintenant, cap sur les essais. Et Florence Maupertuis de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire va nous présenter un essai, celui conduit dans les Pays de la Loire sur le pâturage des porcs charcutiers. Oui, bonjour à tous. Donc, du coup, effectivement, je vais vous parler des principaux enseignements de notre essai sur le pâturage tournant des porcs charcutiers. Donc, cet essai s'est déroulé dans la ferme du Cochon Bleu chez Karl Schird, donc dans le Maine-et-Loire. C'est un élevage naisseur-engraisseur de 24 truies productives, conduites en 3 bandes avec un sevrage à 7 semaines. Cet éleveur fait de l'autorenouvellement, donc il utilise une race rustique Saddleback en croisement dans sa génétique femelle. Et il engraisse environ 400 porcs par an, avec comme particularité que du sevrage jusqu'à 60 kg de poids vif environ, ils sont logés en plein air intégral, donc avec des chalets. Et pour la finition, ils sont logés en bâtiment sur paille, donc avec courette. Et certaines cases du bâtiment sur paille ont désormais un accès à un parcours. Donc, dans le contexte de la ferme, on a une parcelle de un peu plus de 1,5 hectare qui est en prairie multi-espèces, qui est dédiée au pâturage des porcs. Cette parcelle, en fait, elle est découpée en différentes bandes par des lignes d'agroforesterie. Et à l'intérieur de chaque bande, on a pu créer donc des paddocks ou petits parcs de 576 mètres carrés qui sont desservis par un chemin d'accès le long des parcs et qui sont délimités avec un ruban électrique. Donc un ruban un petit peu large, de 2 à 3 cm de large, pour permettre aux porcs charcutiers de bien voir la délimitation. Et donc cette parcelle se situe à proximité du bâtiment de finition. Donc, on a expérimenté du pâturage tournant dynamique, dont le principe, c'est donc d'avoir un fort chargement instantané et ensuite un changement rapide de paddock pour à la fois bien consommer la végétation et en même temps ne pas dégrader le sol. Donc, à titre d'illustration, vous avez la photo qui a été prise du premier parc après 1 semaine de pâturage par les porcs. Et vous voyez qu'il reste un peu de couvert végétal, voilà, et que le sol n'est pas du tout dégradé. Donc ça, c'est l'objectif. Donc pour ça, on essaie de maintenir un couvert bas et appétant, ce qui nécessite de réaliser des broyages en amont de l'entrée des porcs. Donc là, par exemple, l'essai a démarré fin avril, et donc il y a eu des broyages de réaliser en mars et début avril. Et ensuite, donc, il y a une rotation des porcs sur 5 paddocks, avec un changement tous les vendredis dans notre essai. Et ça, donc, ça nécessite d'anticiper pour avoir une bonne adéquation entre le temps de repousse du couvert et le temps de retour des porcs sur chaque paddock. Donc, idéalement, donc, les indicateurs pour le changement de parc, ils vont utiliser donc la hauteur d'herbe qu'on peut mesurer à l'herbomètre ou avec le repère BOT, mais également et surtout donc, le stade physiologique du couvert. Et en fait, dans les faits, donc, on a vu que l'avancement des stades physiologiques au cours de l'essai nous a imposé des décisions à prendre au cas par cas, et ce qui fait que l'ordre des parcs n'a pas forcément été respecté et qu'il y a bien une réflexion à avoir à chaque changement pour savoir dans quel paddock on va mettre les porcs pour la semaine suivante. Donc, le mélange prairial qui a été utilisé, donc c'était une prairie multi-espèces temporaire d'une durée de vie de 3 ans, qui est intégrée dans la rotation des cultures et qui était composée de fétuques, chicorées, plantains, trèfle blanc et luzerne. Donc, au final, quelles espèces ont été pâturées? Préférentiellement les légumineuses, très clairement, donc le trèfle qui est très bien consommé par les porcs. Suivent aussi la chicorée et le plantain qui sont bien consommés, mais pour lesquels la montaison rapide, notamment pour la chicorée, rend la gestion du pâturage un petit peu plus complexe. Et puis enfin, donc, les graminées, donc, qui sont consommées tant qu'elles sont assez jeunes, mais dès qu'elles passent le stade épiaison, elles deviennent beaucoup moins appétantes, donc elles sont peu consommées et finalement elles finissent par dominer un peu le couvert, et c'est ce qui s'est passé notamment dans notre essai avec la fétuque. Donc l'essai a été conduit donc, en suivant 2 lots de 30 porcs charcutiers chacun. On avait donc un lot témoin qui recevait un aliment unique plafonné à 3 kg par porc et par jour, comme le fait l'éleveur habituellement, et un lot essai qui recevait le même aliment,
mais qui était plafonné donc à 2,5 kg par porc et par jour, donc ce qui représente un rationnement alimentaire assez sévère, hein, de moins 17% par rapport au lot témoin, mais en contrepartie, il avait accès donc au pâturage. Donc on a commencé à suivre les animaux à partir de 14 semaines d'âge, où ils pesaient à peu près 38 kg. L'accès au pâturage a été offert à 15 semaines d'âge, donc à partir de 15 semaines d'âge pour le lot essai. Donc au début, c'était juste pour qu'ils s'habituent et qu'ils mettent en place leur routine de déplacement entre le bâtiment et la parcelle de pâturage. Et donc, on a réellement démarré le rationnement du lot essai à partir de 18 semaines d'âge, donc sur des cochons qui pesaient environ 57 kg. Donc, les principaux résultats sont résumés dans le tableau. Donc, si on commence par les effets bénéfiques, premier effet, donc on a observé des porcs beaucoup plus calmes. Hein, donc, il y avait des observations comportementales qui ont été réalisées à différents moments de l'essai. Et là, c'était flagrant. Donc, les porcs du lot pâturage étaient beaucoup plus calmes, alors qu'ils subissaient un rationnement alimentaire relativement sévère. Donc, on aurait plutôt normalement attendu qu'ils soient un petit peu plus nerveux que ceux du lot témoin. Autre résultat, des carcasses beaucoup moins grasses. Donc, dans le cadre de l'élevage qui utilise en partie une race locale dans son croisement, donc là, on a eu un gain de TMP vraiment très important. Et également une forte économie d'aliments concentrés, puisqu'on a environ économisé 40 kg d'aliments par porc sorti grâce au rationnement alimentaire. Et côté effet défavorable, donc on a eu un impact sur la vitesse de croissance, avec une croissance nettement plus lente, donc environ 15% de GMQ en moins pour le lot pâturage, ce qui montre bien, hein, que le pâturage n'a pas permis de compenser intégralement la restriction alimentaire en aliments concentrés, hein. Et donc, ça s'est traduit par un poids de carcasse plus faible, de l'ordre de 4 kg, et un allongement de la durée d'engraissement d'environ 2 semaines. Donc, en termes d'études économiques, donc on a, sur la première ligne, là, du coup, on a recalculé le coût alimentaire par porc sorti, donc qui est effectivement nettement en faveur des porcs du lot au pâturage grâce à l'économie d'aliments concentrés, d'autant plus qu'en 2022, au moment de l'essai, cet aliment était acheté à 550 € tonne. Donc, on a fait l'estimation dans le cadre des hypothèses au moment de l'essai. Et face à ça, donc, on a des frais liés au pâturage qui sont estimés à peu près 2,5 € par porc sorti. En face de ce coût, donc, on a des recettes par porc sorti. Donc, on a effectivement une baisse du poids de carcasse, donc moins de kilos de carcasse vendus. Mais en fait, grâce à l'amélioration du TMP, on a une forte amélioration du prix du kilo de carcasse, puisque la grille de paiement qui est mise en place par l'opérateur économique avec lequel travaille l'éleveur pénalise fortement les carcasses grasses, et du coup, grâce au gain de TMP, on a nettement amélioré ce prix. Donc au final, on a même un produit par porc sorti qui est légèrement supérieur pour le lot essai. Et donc, quand on globalise, ça nous fait une marge sur coût alimentaire qui est améliorée de 27 € par porc en faveur du lot pâturage. Donc, pour aller plus loin, on a également réalisé une analyse multicritère. Donc, sur ce graphique, vous allez voir différents indicateurs. Donc, en vert, ce sont les indicateurs qui sont améliorés avec la mise en place du pâturage tournant. En rouge, des indicateurs qui sont pénalisés par la mise en place du pâturage. Et en orange, des indicateurs qui sont peu impactés en fait par cette pratique. Donc, si on commence tout en haut sur le champ économique, donc on retrouve une amélioration de la marge sur coût alimentaire et un prix payé par porc qui est relativement proche en fait entre le lot pâturage et le lot témoin. Sur le champ technique, donc on note une forte amélioration du taux de muscle des pièces dans les carcasses, et à l'inverse, une baisse donc du gain moyen quotidien en engraissement. Sur le champ environnemental, donc on peut noter une petite augmentation de la part de la SAU en prairies multi-espèces dédiées au pâturage, mais cette surface est encore relativement modeste, donc du coup, on l'a laissé en orange. Et par contre, on a un gain grâce à la consommation d'aliments d'engraissement qui est beaucoup plus faible dans le cas du lot pâturage. Et enfin, sur le champ social, donc on notera une amélioration du bien-être des porcs avec des porcs avec un comportement beaucoup plus calme. Et on notera également un temps de travail supérieur, donc dédié à l'alimentation des porcs.
Donc, en résumé, on peut retenir que cette pratique du pâturage tournant dynamique permet vraiment de préserver le sol, donc en évitant le piétinement ou le fouissage par les animaux. On retiendra également dans les points positifs que l'introduction de prairies dans la rotation va avoir plein d'autres atouts sur le plan agronomique et environnemental, donc qui seront détaillés un petit peu plus tard par Clémence, pardon. On a également noté l'amélioration du bien-être d'animaux rationnés, donc même avec un rationnement assez sévère. Alors en face, en point de vigilance, il faut garder à l'esprit donc que la motivation des porcs à pâturer va être très variable en fonction du choix des espèces, en fonction du stade physiologique du couvert, en fonction du niveau de rationnement alimentaire qu'on va appliquer, mais également des aménagements extérieurs qu'on peut réaliser à proximité de la prairie de pâturage ou encore des conditions climatiques. Donc une grosse variabilité. Cette pratique nécessite aussi une certaine autonomie en équipement, donc au minimum un broyeur, et bien sûr une parcelle grillagée pour garantir la biosécurité. Et enfin, très important, donc c'est vraiment un nouveau savoir-faire à acquérir par les éleveurs de porcs pour apprendre à gérer la croissance végétative du couvert et à piloter ce couvert, donc dans le choix des surfaces à pâturer, à récolter, les broyages à anticiper, etc. Voilà, je vous remercie. Merci Florence. Premier essai présenté, on passe au deuxième, toujours sur les porcs charcutiers, mais cette fois à qui on apporte de l'enrubanage, et c'est Constance Dric de la Chambre d'agriculture de Bretagne qui va nous en parler. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous présenter les essais qu'on a menés dans une ferme en Bretagne sur l'utilisation d'enrubanage pour les porcs charcutiers. Donc on a réalisé cet essai dans un élevage de porcs de 68 naisseurs-engraisseurs dans le Morbihan. Donc sur cet élevage, on a une conduite en 4 bandes avec un sevrage à 42 jours. Donc l'éleveur fabrique son aliment à la ferme avec l'achat d'aliments complémentaires et avec du coup des céréales produites sur l'exploitation. Donc ces céréales sont produites sur 107 hectares en agriculture biologique, et donc ce qui lui permet d'avoir une autonomie alimentaire autour de 60 à 75%. En ce qui concerne l'essai, donc on a réalisé cet essai sur 2 bandes. Pour chaque bande, donc, on avait 2 lots, un lot témoin et un lot enrubanage. Et pour chaque lot, donc, on avait 45 porcs. En ce qui concerne la conduite alimentaire, donc pour le lot témoin, on a un plan alimentaire qui correspond à celui qui est classiquement utilisé sur l'élevage. Et pour le lot enrubanage, donc on a réalisé un rationnement en aliments complets à partir de 45 kg de poids vifs, et on a apporté l'enrubanage à volonté à partir à partir du moment où on a réalisé ce rationnement en aliments. Et comme vous pouvez le voir, on a réalisé un rationnement progressif de 2 à 6% au cours de l'engraissement pour ces porcs rationnés. En ce qui concerne les enrubanages que l'on a utilisés, donc on a dû utiliser 2 types d'enrubanage par bande. Donc le premier enrubanage, donc c'était un mélange de raie gras, fétuque, trèfle violet et trèfle blanc. Et donc avec un taux de matière sèche, vous le voyez, un peu élevé par rapport aux recommandations, en lien avec du coup une année de récolte 2022 qui était assez sèche. Et pour la seconde bande, donc on a utilisé un enrubanage de raie gras trèfle, et dont là, vous voyez, le taux de matière sèche est plus en accord avec les préconisations. Pour cet essai, on a aussi testé 2 râteliers différents. Donc le premier râtelier qu'on a testé, c'est un râtelier type veau qui est suspendu à la barrière de la courette. Donc l'inconvénient de ce râtelier, c'est que ça nécessite de réaliser une distribution manuelle tous les jours ou tous les 2 jours en fonction de la consommation des porcs. On était environ à 50 kg par distribution et par jour. Donc l'inconvénient, c'est effectivement le temps de travail et la manutention. En revanche, on a constaté qu'il y avait peu de refus
et un fort attrait des porcs pour l'enrubanage puisqu'il était réapprovisionné régulièrement. Et autre intérêt, c'est que ce râtelier est moins cher. Pour ce qui est du second râtelier, donc c'est un râtelier de type ovin posé au sol. Et donc là, avec une distribution plus simple de l'enrubanage, puisqu'on distribue à la botte entière avec le tracteur. Et on la remplace toutes les 10 à 15 jours en fonction de l'aspect qui était jugé par l'éleveur et ou de l'appétence des porcs pour cet enrubanage. Donc, moins de manutention et moins de temps de travail pour ce râtelier. En revanche, on a aussi constaté moins d'attrait au fur et à mesure de l'utilisation de la botte par les porcs, puisqu'elle était moins régulièrement réapprovisionnée. Et également, ce râtelier est plus cher que le râtelier suspendu. En ce qui concerne du coup les résultats zootechniques, donc on a distribué le fourrage à partir de 45 kg de poids vif, comme je vous l'ai dit. Donc pour ce qui concerne le poids vif à l'abattage, on n'a pas de différence significative entre les deux lots témoins et enrubanage. Vous pouvez constater qu'on a des poids vifs d'abattage très élevés en lien avec le contexte de délai, de retard pour des départs à l'abattage. Et donc, on a dû avoir des porcs abattus des porcs plus lourds qu'à l'habitude, où sur cet élevage, ils sont plutôt abattus autour de 120 kg. Donc des poids vifs d'abattage équivalents entre les deux lots pour également des durées d'engraissement équivalentes sans différence statistique. Ce qu'on a également pu constater, c'était une légère différence après 5 semaines de distribution de fourrage au niveau du poids vif des porcs. Mais cette différence, en fait, elle s'est estompée pour le reste de l'engraissement. Donc, ce qui confirme le fait que les porcs plus vieux valorisent mieux les fourrages. Donc, il faut plutôt les distribuer à partir de 65 kg plutôt que 45 kg. Et aussi le fait que d'avoir une augmentation progressive du rationnement en aliments, ça semble adéquat au fait que les porcs et le système digestif des porcs s'adaptent à la digestion des fourrages au cours du temps. Pour ce qui concerne la consommation en aliments, en aliments complets, on a une économie du coup sur l'ensemble de l'engraissement de 13 kg d'aliments par porc pour le lot enrubanage. Et donc, ce qu'on a également observé, c'est qu'on n'a pas de différence statistique sur la vitesse de croissance entre les deux lots, témoins et enrubanage. On a 28 grammes par jour en moins pour le lot enrubanage, mais ce n'est pas statistiquement différent. Et donc, quand on regarde l'indice de consommation sur l'aliment, on a un indice qui est amélioré de 0,15 points pour le lot enrubanage. De la même façon, sur les 5 premières semaines, l'indice de consommation sur l'aliment était dégradé, en lien avec le fait que les porcs trop jeunes n'étaient pas capables de bien valoriser le fourrage, et ça a altéré aussi la digestibilité donc de l'aliment complet. Mais donc seulement sur la première partie de distribution des fourrages, et après, on l'a pu constater. En ce qui concerne les données d'abattage, on a une amélioration du taux de muscle des pièces pour le lot enrubanage de plus 1,2 points. Donc on était déjà sur des taux de TMP relativement corrects, et on a eu une amélioration de ces taux de TMP. En revanche, on a un rendement carcasse plus faible pour le lot fourrage, pour le lot enrubanage. Donc là, en lien avec l'apport de fourrage et donc avec l'encombrement du système digestif par le fourrage qui par conséquent augmente la taille du système digestif des porcs recevant l'enrubanage. En ce qui concerne les résultats économiques, donc on a réalisé la même chose que pour l'essai pâturage. Donc on a calculé pour la première ligne, comme vous voyez, un coût alimentaire par porc sorti.
dans le contexte de l'étude. Donc, ce que vous pouvez constater, c'est que malgré en fait l'économie de 13 kilos d'aliments par porc, on n'a pas un réel gain sur le coût alimentaire. Donc ça, c'est lié au fait qu'on a acheté l'enrubanage pour ces essais. Donc on l'a acheté auprès d'un éleveur laitier à proximité. Et c'était aussi une année où, donc c'était la récolte notamment pour la bande 1, la récolte 2022, qui avait été assez mauvaise en termes d'enrubanage. Et donc, on avait des stocks beaucoup plus faibles et donc un prix d'enrubanage beaucoup plus conséquent que ce qu'on peut s'attendre à avoir. Donc, on pourrait imaginer qu'on ait un coût alimentaire plus réduit si le fourrage avait été produit sur l'exploitation. En termes de produits par porc sorti, donc on a une meilleure valorisation des carcasses des porcs en lien avec l'amélioration du TMP. Et donc, ça mis bout à bout, on a une amélioration de la marge sur coût alimentaire par porc sorti de 7 euros, d'environ 7,70 € par porc. Donc voilà. On a aussi du coup, donc là vous avez vu c'était le contexte économique de l'étude. On a également réalisé ces calculs en simulant donc un départ à l'abattoir plus autour de 120 kg, donc plus réaliste de ce qui se ferait normalement s'il n'y avait pas eu des départs, des problèmes de départ à l'abattoir. Et sur ce calcul de marge, on a également pris en compte le temps de travail pour l'éleveur et l'amortissement des râteliers. Donc là, par exemple, c'est une matrice qu'on a créée pour le temps de travail lié au râtelier posé au sol et également à son amortissement. Et donc, on a fait varier les prix des fourrages et des prix de l'aliment. L'idée étant, donc voilà, on a réalisé plusieurs matrices de ce genre selon les différents contextes. L'idée étant de pouvoir conseiller les éleveurs qui voudraient se lancer dans cette démarche et qu'ils aient une idée de l'impact économique selon les différents contextes économiques de prix de fourrage d'aliments, mais aussi voilà, s'ils produisent leur fourrage sur la ferme ou s'ils l'achètent, etc. Donc, de la même façon que pour les pâturages, on a réalisé une analyse multicritère. Donc, comme vous pouvez le voir, donc pour la partie technique, on l'a vu, on a une amélioration du taux de muscle des pièces. Et on a une légère baisse du gain moyen quotidien en engraissement. Alors, c'est 3%, on l'a vu, c'était pas significatif. Alors, il apparaît rouge, mais c'est une coquille, c'est plutôt jaune. C'est une faible modification de cet indicateur. Et donc, ça, mis bout à bout, ça permet d'améliorer la marge sur coût alimentaire en utilisant l'enrubanage, grâce à un prix payé notamment par porc qui était plus conséquent. En ce qui concerne du coup l'environnement, on a également un gain sur ce critère, notamment au fait que on intègre des cultures fourragères pluriannuelles dans la SAU et donc avec des intérêts agronomiques qui sont liés, notamment une baisse de salissement des parcelles, une diminution des bioagresseurs, etc. Clémence pourra revenir dessus par ailleurs. Et on a également une diminution de la consommation d'aliments en engraissement par porc, et donc un intérêt environnemental, notamment sur la part protéique de cet aliment qui n'est pas forcément produite localement. Et d'un point de vue social, on l'a vu, on a pour cette partie-là une dégradation du critère, notamment sur le temps de travail, avec une différence en termes en ce qui concerne les râteliers utilisés, avec 2 fois plus de temps passé pour le râtelier suspendu, en lien avec le fait qu'on doive distribuer régulièrement et de façon manuelle. Donc en résumé, pour cet essai enrubanage, donc le point positif, c'est qu'on a un gain de marge sur coût alimentaire en lien avec un meilleur classement des carcasses.
Autre point positif qu'on a pu observer, c'est que les porcs étaient rassasiés en permanence et on avait des groupes beaucoup plus calmes. Et surtout dans cet élevage, dans ce système d'alimentation qu'on avait sur cet élevage, où on a donc des cases de 45 porcs alimentés avec un seul nourrisseur et un seul repas par jour. Donc on avait une compétition alimentaire assez conséquente pour les lots témoins, ce qu'on ne retrouvait pas pour les lots en rubanage. Et autre aspect positif qu'on a vu, donc l'impact positif sur le parcellaire et notamment euh, grâce à l'introduction de cultures pluriannuelles, une baisse des salissements des cultures et un meilleur contrôle des bioagresseurs. En termes de points de vigilance, on a vu le temps de travail est augmenté et ce temps de travail est augmenté de manière différente selon le type de râtelier qu'on utilise. Et il y a également des précautions à prendre pour tout ce qui est stockage et manutention des bottes pour garantir une bonne conservation de l'enrubanage. Autre point de vigilance, c'est qu'il ne faut pas distribuer de l'enrubanage trop jeune pour des porcs trop jeunes, pardon. Voilà, prioriser plutôt un début de distribution à 65 kg de poids vif au moins et avec un rationnement en aliments progressif si c'est possible. Et enfin, un autre point de vigilance, c'est le fait que voilà, l'introduction de fourrage dans les SAU des élevages porcins, c'est pas encore c'est quelque chose d'assez nouveau et c'est pas un savoir-faire que les éleveurs porcins maîtrisent forcément. Donc c'est quelque chose qui est à acquérir pour ces éleveurs, pour avoir un fourrage de qualité pour leurs porcs. Et je vous remercie. Merci à toi, Constance. Voilà, on a zoomé sur 2 des essais du projet. Et maintenant, dernière intervention, c'est Clémence Berne de l'ITAB qui va s'attaquer à l'exercice délicat de la synthèse, comment valoriser au mieux les fourrages sur son élevage. Oui, bonjour à tous, merci Mélanie. En effet, je vais essayer donc de tâcher de faire un bilan sur ce qui a été présenté et puis de faire un petit rappel aussi sur la partie végétale dont on a un petit peu moins parlé. Alors, en fait, comment bien valoriser les fourrages sur son élevage de porc? Donc, dans un premier temps, ça consiste à bien maîtriser la production de fourrage. Et donc, ça passe par la conception de son mélange. Donc, on essaye de choisir au mieux les espèces et les variétés pour qu'elles soient adaptées, tout d'abord, et c'est primordial, aux conditions pédoclimatiques de sa ferme et de sa parcelle, qu'elles soient également adaptées à l'usage souhaité, puisqu'il y a des espèces qui vont être plus adaptées à la fauche, d'autres au pâturage, il y a des espèces qui sont pérennes et d'autres qui vont avoir une durée de vie de 1, 2, 3 ans. Donc ça, c'est également un point à prendre en compte quand on conçoit son mélange. Et puis choisir des espèces qui sont d'intérêt pour les porcs. On l'a vu, on en a parlé. Donc on prend dans cette notion-là à la fois l'appétence, mais aussi l'intérêt nutritionnel, comme a pu en parler David. Donc en réunissant ces 2 critères, on sélectionne préférentiellement pour le pâturage du trèfle, de la chicorée et du plantain. Et pour plus de la récolte de fourrage, avoir un maximum de légumineuses pour favoriser limiter le taux de fibres et en même temps augmenter la valeur protéique. Mais sachant que dans tout mélange d'une espèce, dans tout mélange, on va dire, prairial, les graminées restent souvent indispensables pour couvrir le sol et éviter les infestations d'adventices. Mais si c'est possible de choisir des espèces peu fibreuses, il faut le valoriser, donc avec plutôt par exemple du raisin anglais. Et puis, en fait, quand on fait un mélange prairial, ce qui est important, c'est de sélectionner des espèces qui ont des fonctions complémentaires et qui sont capables de coexister. Donc, en termes de sociabilité ou de dominance des espèces. Par exemple, dans l'essai pâturage, il y avait eu une part de la fétuque, la fétuque avait pris beaucoup de place, puisque c'est une espèce qui est très dominante et qui va vite avoir tendance à prendre le dessus sur les autres espèces. Donc, pour bien choisir ces espèces, il existe aussi de nombreuses références. Donc, en fait, pour vous accompagner, donc il y a des références en local, il y a énormément de formations qui sont proposées, donc qui sont plutôt à destination des ruminants, mais en fait, c'est possible de les adapter aux monogastriques, donc que vous pouvez trouver ressources, fiches techniques, etc., sur les sites des différents groupements locaux, mais également des formations. Et puis, en fait, en ligne, il y a aussi des outils qui existent. Donc là, je vous ai donné l'exemple d'un outil qui existe dans les Pays de la Loire, qui est géré par la Chambre d'agriculture, qui s'appelle Perel et qui, en fait, a de nombreuses fiches techniques relatives au fourrage qui peuvent vous aider dans la conception des mélanges. Sachant que là, en fait, selon si on fait un mélange prairial, on va plutôt aller vers des prairies multi-espèces avec 5-6 espèces prairiales, par exemple, mélangées. Si on est sur des mélanges de récolte, on peut tâcher de diminuer un petit peu cette diversité-là.
Et puis donc bien maîtriser la production de fourrage, c'est aussi et avant tout réussir l'implantation, puisqu'en fait, en réussissant le semis de prairie, on garantit un petit peu sa qualité, notamment en lien avec le salissement et la couverture du sol. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire de bien choisir la date de semis. Au vu des contextes climatiques, c'est vrai, et puis même du contexte climatique changeant et de ce qu'on a pu voir autour de nous, on préfère plutôt préconiser des semis de fin d'été pour laisser en fait l'hiver et le temps à la prairie ensuite de bien démarrer au printemps. Mais alors, donc, comme pour les cultures, la préparation du sol est essentielle quand on met en place une prairie afin de limiter le développement des adventices. Et donc, en termes de semis, en fait, c'est possible de le faire à la fois à la volée ou avec un semoir, donc à une profondeur qui reste limitée, puisque les espèces fourragères doivent être implantées à maximum, ça dépend des espèces, mais on va dire 2 cm au grand max de profondeur, voire plutôt 1 cm. Et donc, au vu de cette préférence, il est important de bien garantir un contact sol-graine et donc de rouler, quel que soit le semis qui est choisi. Et alors, pourquoi pas, après, c'est ce qu'on mettait ici, s'essayer au semis sous couvert. Donc, nous, on est basé dans les Pays de la Loire et c'est des choses qui se font de plus en plus avec notamment de très bons résultats sur des essais qui sont menés à la ferme de Torigny d'Anjou, dont je vous conseille de vous référer pour réfléchir à pourquoi pas mettre en place un semis de prairie sous couvert, donc c'est-à-dire semer une prairie en même temps qu'une culture de vente, donc par exemple un mélange céréales protéagineux. Et une fois que le mélange sera récolté, la prairie pourra ensuite se développer. Et donc, on observe de très bons résultats, notamment en termes de reprise de la prairie et de qualité en limitant le développement des adventices. Et donc ensuite, comment valoriser au mieux son fourrage. Donc là, on va plus passer sur la partie d'exploitation. Donc comme on l'a expliqué, un des facteurs limitants à la fois de l'intérêt nutritionnel et de la digestivité des fourrages, c'est notamment les fibres. Donc on va aller chercher des stades physiologiques qui sont très précoces. Donc c'est un peu dans le schéma que je vous ai mis en bas. Donc que ce soit pour le pâturage ou la récolte, on va essayer d'aller plutôt vers des stades précoces. Donc avant le début du bourgeonnement ou de l'épiaison, sachant que par exemple pour une récolte en enrubanage, il ne faut pas non plus être trop précoce au risque d'avoir un fourrage qui est trop humide. Mais donc c'est sur ces stades-là qu'on aura les meilleures valeurs protéiques et le taux de fibres le plus limité. À noter que je ne l'ai pas noté ici, mais il y a une très grande diversité dans les fourrages. Ça a été un peu discuté dans les premières présentations. Et donc, il est fortement recommandé de faire des analyses chimiques auprès de laboratoires pour justement évaluer le taux de fibres ou la richesse en protéines brutes de ce fourrage. Ça ne vous donnera pas la digestibilité, mais ça vous permettra d'un peu situer votre fourrage par rapport aux références qu'on a pu produire. Donc voilà, on retient récolter précocement ou faire pâturer précocement. Donc, si on s'intéresse plus à la récolte de fourrage, nous, on vous a parlé beaucoup d'enrubanage puisqu'on estime que c'est un bon compromis à la fois en termes d'intérêt nutritionnel et d'appétence des animaux, puisque ça reste, à la différence d'un foin, un fourrage qui est plus humide avec un taux de sucre qui est intéressant et donc on observe de très bonnes appétences sur les porcs. Et puis, l'intérêt nutritionnel, donc l'enrubanage est un petit peu moins bon que l'ensilage. Mais ça reste un fourrage, c'est un bon compromis au vu de l'utilisation. Parce que c'est en effet plus facile à utiliser avec les distributions dans les râteliers, donc ça nécessite peu de temps de travail nécessaire. Vous l'avez pu le voir dans les précédentes présentations. Et puis en termes d'investissement économique et de matériel, c'est plus limité qu'avec de l'ensilage, par exemple, puisque l'ensilage nécessite beaucoup de matériel, souvent des chantiers collectifs, ce genre de choses. Donc c'est plus simple, entre guillemets, de faire de l'enrubanage. Et donc, il est possible de l'autoproduire et de le récolter directement sur ses propres parcelles. Et ça permet notamment de limiter le coût. C'est un peu ce que vous a présenté Constance avec les évolutions de la marge sur le coût alimentaire en fonction du coût de l'enrubanage. Et donc, pour le récolter au mieux, pour valoriser au mieux l'enrubanage, c'est primordial de bien gérer la récolte et le stockage. Donc, au niveau de la récolte, c'est important de limiter la perte des feuilles des fourrages riches en légumineuses. Donc, c'est quelque chose qui arrive fréquemment, c'est-à-dire que c'est un peu plus sensible. Et donc, on peut avoir en intervenant sur des parcelles qui sont trop sèches ou avec un fourrage qui est trop sec, de perdre toutes les feuilles. Donc, on recommande pour cela d'intervenir sur des fourrages qui sont encore humides après la fauche, donc plutôt le matin, par exemple, en profitant de la rosée. Et puis, d'adapter le réglage de son matériel pour éviter d'avoir une surpuissance qui risque de faire tomber ses feuilles. Et après, au niveau du stockage, c'est
primordial de maintenir l'étanchéité de la botte pour garantir la qualité sanitaire et nutritionnelle des fourrages, donc pour éviter une mauvaise fermentation qui altérerait la qualité. Et donc, pour cela, il est important de ne pas percer les bottes d'enrubanage. Donc, pour cela, il y a des équipements pour manutention de ces bottes qui est spécifique, avec notamment des pinces qui permettent de déplacer ces bottes. Et puis, si jamais il y a des trous, il est important de les reboucher avec du scotch, par exemple. Et puis, faire attention au lieu de stockage, notamment au nivellement, pour éviter de trouer par le bas, et puis de s'attacher à surveiller la présence, par exemple, de rongeurs ou d'oiseaux qui pourraient percer les vaches. Et donc, si on revient un peu plus sur le pâturage, donc nous, on a fait le choix de regarder le pâturage tournant, et c'est vraiment ça la clé des essais qui ont été menés dans le cadre de valorage, de faire tourner les porcs. Et donc, en fait, cette pratique-là permet de maximiser la valorisation des fourrages jeunes, comme on l'a vu précédemment, et qui est primordial pour la qualité nutritionnelle de ces fourrages, de limiter les dégradations du sol, et puis également de limiter la sélectivité des porcs et leur présence sur certaines espèces, puisqu'en fait, leur consommation répétée, par exemple préférentielle sur du trèfle, va avoir tendance à limiter le développement de ces espèces, et donc faire tourner aussi les animaux, ça permet de permettre à ces espèces fortement pâturées de reprendre derrière. Donc, c'est particulièrement intéressant pour garantir la qualité de son couvert. Et donc, comment on optimise la conduite des animaux au pâturage tournant? Donc là, en fait, c'est plein de règles de pilotage qui sont nécessaires d'appréhender. Déjà, en tout cas, en ordre d'idée, nous, de ce qu'on a étudié, c'est qu'on estime qu'il faut à peu près 150 mètres carrés par porc pour une saison donc de pâturage. Là, la saison, on couvrait d'avril à octobre, je crois. Donc, c'est des périodes. Et en fait, ce chargement, on va dire, au paddock est à adapter selon la saison, les conditions de pousse des espèces et la consommation des animaux. Donc, sinon, on a des grandes règles, on va dire, d'entrée et de sortie qui sont très grandement inspirées du pâturage tournant dynamique en ruminant. Et donc, on s'intéresse notamment aux repères bottes. Donc, nous, ce qu'on préconise, c'est d'avoir des entrées des porcs sur des paddocks quand la végétation est à hauteur mi-botte, donc maximum, c'est-à-dire à peu près 13 cm à l'herbomètre, donc qui permet d'avoir des stades qui sont généralement pas encore justement au stade de très forte montaison et des piaisons. Et puis, important de faire aussi sortir, donc là, la hauteur de sortie est également importante, puisque si on fait sortir d'animaux trop bas, on risque d'avoir des espèces qui vont avoir du mal à redémarrer derrière, puisque ça aura trop impacté la plante, et donc avoir une hauteur de sortie en règle générale de 5 cm des animaux. Mais ça, c'est des règles générales, et donc, comme je vous le disais, il est nécessaire de s'adapter au comportement des porcs, c'est-à-dire que nous, on a observé en été avec une très forte proportion de graminées dans les paddocks, des refus des animaux, et donc ils commençaient aussi à fouir. Donc dans ce cas-là, il est important de déclencher le changement de paddock. Et puis selon la saison, où il est parfois nécessaire d'agrandir ou de diminuer les paddocks, et dans ce cas-là, de faire tourner davantage pour éviter toutes sortes de dégradations des sols et pour maximiser les apports. Et donc, comme on l'a dit, il est également important de savoir intervenir au bon moment, puisque donc, selon la surface, au printemps, nous, par exemple, dans l'essai chez Karl, on a rapidement été dépassé par la pousse de la végétation. Et donc, dans ce cas-là, on a des stades qui sont trop importants. Et en fait, arriver à intervenir au bon moment pour récolter ou broyer, ça permet d'avoir du coup une bonne repousse derrière. Donc, on récolte le fourrage qui est là et ensuite on met les porcs au pâturage sur on va dire les repousses. Et c'est là où on maximise le pâturage. Donc voilà, en fait, c'est toute une pratique qui a à acquérir et pour laquelle il faut essayer. Et donc, comme on le disait, au niveau des animaux, il est important de cibler le pâturage pour les animaux en finition, donc plutôt à plus de 65 kg de poids vif, d'adapter la restriction alimentaire à l'objectif de production et à la disponibilité de fourrage, donc notamment qui varie selon les saisons, donc de 5 à c'est un ordre d'idée de 5 à 15%, mais c'est possible d'aller davantage, plutôt davantage, mais ça dépend vraiment des objectifs de production et de la saison. Et puis, donc d'aménager également les paddocks pour garantir l'attrait des porcs à sortir et leur confort thermique, notamment en été. Et donc, ça peut aller en mettant en place des zones
des dispositifs d'ombrage. Chez Carl, par exemple, il y a des arbres qui sont plantés en agroforesterie et qui vont permettre à terme d'avoir de l'ombrage, d'avoir des zones d'abreuvement, ça c'est essentiel, notamment en été, des points d'alimentation. Et puis après, il y a des endroits aussi où il va y avoir des boges, donc des entrées un peu plus pour le bien-être des animaux, qui va les attirer pour sortir en été. Et donc, en grand résumé, le pâturage tournant, c'est un nouveau savoir-faire à acquérir par les éleveurs de porcs et ça change complètement le paradigme de l'élevage de porcs plus classiquement fait en pourrette. Et donc, sur la partie plus d'enrubanage, donc on a bien parlé à la fois du mélange, de la récolte, du stockage et tout ce qui est de la distribution. Donc là, comme le disait Constance, cibler la distribution d'enrubanage pour les animaux en finition, plutôt 65 kg de poids vif, avec un rationnement alimentaire qui peut, donc, comme on l'a vu, un rationnement progressif avec l'âge des animaux est plus favorable pour maintenir les performances. Mais donc, ça, encore une fois, ça dépend des objectifs des éleveurs. Et puis donc, au niveau du pilotage, on conseille de distribuer d'abord le fourrage, puis l'aliment, parce que l'enrubanage, en fait, ça permet au porc d'être rassasié en permanence et ça va limiter aussi les comportements agressifs ensuite à l'auge. Et la suite. Et donc, pour optimiser, on va dire, les apports permis par l'enrubanage, c'est important de faire en sorte de limiter au maximum le gaspillage. Donc, en fait, on l'a vu, une botte bien conservée, c'est un fourrage appétant et de bonne qualité sanitaire. Mais une fois que la botte est ouverte, il est également important de la consommer rapidement. Dans les 10 jours, on préconise au maximum. Sinon, on va avoir une perte de l'humidité et de l'appétence. Et puis donc, bien sûr, pour éviter le gaspillage, éviter de distribuer le fourrage au sol et donc investir dans un atelier qui est plus adapté à sa pratique. Constance vous en a présenté 2. Donc, avoir aussi celui qui est le plus favorable, notamment en prenant en compte le temps de travail. Et donc, la question revient souvent de l'intérêt économique de la distribution de fourrage, donc par le pâturage et le fourrage conservé. Donc, ma réponse va être pas forcément très satisfaisante, mais en fait, c'est difficile d'estimer puisqu'il y a une grande variabilité qui dépend bien sûr des coûts, donc que ce soit pour le pâturage, le coût d'implantation des surfaces fourragères, pour les fourrages, le fait qu'ils soient achetés ou autoproduits, le type de fourrage, si on est sur un enrubanage ou un foin, ce n'est pas les mêmes coûts, du matériel qui va être acheté. Donc, ça fait, voilà, il y a une différence de charge qui est derrière l'intérêt économique. Et puis, ça dépend aussi des performances qu'on va en tirer. Donc, la valorisation que vont faire les porcs du pâturage, qui peut être très variable et qui va dépendre aussi du pilotage du pâturage tournant par l'éleveur. Et puis, en fait, aussi donc de la qualité de l'apport, ça c'est en lien aussi avec la gestion du pâturage tournant ou la qualité de l'enrubanage. Donc, l'apport va être différent, donc l'intérêt nutritionnel différent. Et donc, tout ça, ça va avoir un impact potentiellement sur les performances des porcs selon les choix qui auront été faits de rationnement. Donc, ça va avoir un impact sur l'intérêt économique. Et bien sûr, on prend également en compte, puisqu'on rationne un aliment concentré, plus l'aliment concentré est cher et donc plus l'intérêt économique peut paraître intéressant. Et donc, au niveau du temps de travail, c'est également un point à prendre en considération puisque ça ajoute en effet des charges à ce travail-là. Et donc, pour conclure, au-delà de l'intérêt technique et économique, l'utilisation des fourrages pour les porcs, ça présente un intérêt majeur pour l'amélioration du bien-être animal. Et au niveau plus environnemental et agronomique, la mise en place de prairies, ça a des intérêts majeurs d'un point de vue agronomique dans les systèmes de culture bio pour fertiliser les sols grâce aux légumineuses, pour maîtriser les adventices et allonger les rotations culturelles. Et d'un point de vue environnemental et pour la biodiversité, l'installation de prairies temporaires dans la rotation permet un stockage additionnel de carbone dans les sols. Distribuer des fourrages, c'est de réduire également de l'aliment concentré avec des matières premières qui sont souvent importées. Et puis, donc, des rotations plus longues et plus diversifiées en agriculture biologique contribuent à l'amélioration de la biodiversité associée aux cultures, et donc notamment par rapport aux organismes du sol. Donc, plein d'intérêts environnementaux et agronomiques à distribuer des fourrages aux animaux. Et puis, donc, se pose la question de l'amélioration de la qualité de la viande. J'ai dit affaire à suivre, puisque c'est un sujet qui est encore travaillé et qui est un sujet pour nos prochains projets, on l'espère. Merci Clémence pour cette synthèse. Avant de passer aux questions, j'ai vu passer la question des ressources et des livrables du projet.
Vous avez déjà eu du coup ce webinaire qui va être disponible en replay. Les supports présentés seront également disponibles et en complément, il y aura aussi des comptes rendus plus détaillés des essais, de tous les essais, parce que tous n'ont pas été présentés là, des fiches par type de fourrage, des vidéos qui sont déjà disponibles et ceux qui sont arrivés tout au début ont peut-être eu le temps de les regarder. Un travail sur des préconisations, les retours d'expérience d'agriculteurs qui ont travaillé avec nous et chez lesquels on a pu faire des essais. Et tous ces livrables seront disponibles sur le site du projet. Donc vous voyez le lien sur la diapositive. Je ne donne pas pour l'instant de date pour la sortie, mais voilà, on viendra vous tenir au courant. On vous adressera un mail pour que vous puissiez avoir à la fois le replay et l'ensemble de ces supports. On fera aussi des communications sur les réseaux sociaux, etc. pour être sûr que vous ne passiez pas à côté. Voilà, je vous laisse maintenant la parole pour des questions.